Bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider. Alors il est 15h19, nous sommes le jeudi 9 juin 2016. Wall Street toujours plafonne à proximité de ses sommets historiques, peu de volatilité, d'ailleurs la plupart des marchés se mettent en range, voient la volatilité réalisée se réduire à mesure qu'approche le référendum donc au Royaume-Uni qui là pour le coup capte toutes les attentions des investisseurs institutionnels. C'était déjà le cas en mai. D'après Merrill Lynch, je vous rappelle que c'était déjà le premier thème fondamental d'inquiétude. La Fed ne l'est plus depuis la publication des derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis. Donc pour le coup là, on regarde le Royaume-Uni parce que voilà, ça pourrait déstabiliser l'Union européenne qui est déjà une zone économique qui peine à retrouver le chemin de la croissance, puis aussi la Grèce. Bon, puis derrière, ça peut aussi agir sur la zone euro, ça peut créer des précédents, même si le Royaume-Uni a déjà sa propre monnaie. Donc il y a de l'incertitude, ce qui maintient les actions européennes en léthargie depuis des semaines, sans tendance de fond, mais avec malgré tout une analyse technique qui pour le coup là fonctionne bien parce que les résistants sont vendus, les supports sont achetés. Donc pour le coup, parce que justement il n'y a pas de tendance, donc le marché a un comportement de range trading. Ils vend la première résistance, ils payent le premier support à peu près solide. Donc on va regarder ça. Wall Street commence là aussi à voir la vol diminuer alors que le Dow Jones est sous 18 000 points, proche des sommets historiques, pas tout à fait, hein, puisque les sommets historiques c'est 18 360. Bon, moi j'ai quand même le sentiment que sur les actifs risqués, il va y avoir aucune prise de décision avant de voir les énergies relâchées, mais à partir du 24 juin. On va pas faire de plan sur la comète. Euh, les Britanniques peuvent décider ce qu'ils veulent. Le Royaume-Uni n'est pas Londres, même si Londres souhaite rester largement dans l'Union européenne, eh bien c'est 10 millions de personnes sur les 60-65 millions de citoyens. Donc voilà, il faut se préparer à tout et c'est pour ça probablement que les marchés sont très attentistes. Ça a commencé par la livre sterling, ça commence à sérieusement contaminer les marchés actions européens. Et puis finalement, probablement que tous les marchés se mettront en position d'attente lorsqu'on sera à 24 ou 48 heures de cet événement politique qui peut-être n'en sera pas un après coup. Alors, le programme de ce Wall Street Insider sur les fondamentaux cet après-midi, les stocks de gaz naturel, donc c'est pas décisif pour la tendance générale des marchés. Donc on va faire un tour d'horizon classique, les indices boursiers américains. Malgré tout, tout de même, ce qu'on peut retenir de la session du jour, c'est le discours ce matin de Mario Draghi devant le 5e forum économique annuel devant la Commission européenne. Avec la chute des rendements obligataires au sein de la zone euro, les devises européennes sont sous pression, l'euro a reculé après avoir atteint 1,1415. Bon, il a pénétré la zone de résistance 1,14, 1,1450. Le rendement allemand 0,032 au plus bas de la séance. Toutes les maturités sont en baisse et potentiellement aujourd'hui ou demain, ou peut-être jamais, mais en tout cas on y est proche, la courbe des taux souverains de l'Allemagne fédérale serait négative et plate, mais sous zéro, ce qui est déjà le cas jusqu'à 9 ans. Donc voilà, et c'est sûrement ça qui met la pression sur l'euro. Après, c'est pas une révolution, les taux sont déjà très bas. Je vais simplement, et après on va regarder plus en détail le Dow Jones, vous donner un repère. Euh, le rendement allemand à 1 mois, moins 0,50. À 3 mois, moins 0,60. 6 mois, moins 0,50. 9 mois, moins 0,55. 2 ans, moins 0,54. 3 ans, moins 0,53. 4 ans, moins 0,50. Bon. Et puis on arrive donc au 9 ans, moins 0,037. Et le 10 ans, plus 0,035. Il n'y a donc pas un enjeu fondamental pour le marché, mais il y a l'aspect peut-être symbolique parce que le Bund, et notamment le papier à 10 ans, garnit largement les portefeuilles des assureurs, des gérants institutionnels, de toute la classe des investisseurs, hein, finalement. Donc le fait que lui devienne négatif, même si la BCE n'a pas adopté un taux de refinancement négatif, au final pour le marché cela peut signifier qu'au fond c'est déjà le cas, hein, à peu de choses près. En tout cas, parmi les taux d'intérêt qui sont suivis en zone euro, celui de la BCE, le REFI, et bon les taux courts, ok, mais le 10 ans allemand. Parce que c'est un benchmark. Un benchmark, c'est un marché auquel on se compare pour voir si on est performant ou pas. Si l'Eurostock 50 fait moins 20 une année, un gérant qui aura fait que moins 10 vous dira qu'il a bien travaillé. Voilà, parce qu'il a fait mieux que le benchmark. Donc c'est pour ça qu'on surveille quand même beaucoup ce contrat. Alors, je répondrai aux questions après. On commence par les indices boursiers US. Rien de nouveau à Wall Street, hormis cette capacité peut-être séance après séance de grappiller des points.
On est très très proche des sommets historiques. 18 000 points, on voit que ça agit. C'est pas réellement une résistance chartiste. Aujourd'hui, Wall Street se replie un peu, mais on casse pas de support, on casse pas non plus de résistance. Si je zoome sur le dos, voilà ce que vous avez, hein, un range entre 17 900 et 18 000. Je vous laisse calculer la volatilité d'un range de 100 points lorsqu'un marché en vaut 18 000. Je vous laisse calculer. C'est rien du tout. Voilà. Dans quoi commence à rentrer Wall Street. Mais pour l'instant, ça reste quand même un marché qui est bien orienté. Si aujourd'hui Wall Street se replie un peu, c'est parce que le dollar rebondit légèrement, mais en fait c'est pas le dollar, c'est surtout la baisse de l'euro et le retracement de certaines devises face au dollar US. Mais j'ai quand même le sentiment que le dollar US va continuer de baisser jusqu'au moins la fin du mois de juin. Donc au final, mieux vaut éviter de shorter Wall Street, qui peut peut-être aller pousser un peu plus haut, 18 100, peut-être 18 200, on verra. Lorsque vous regardez maintenant ce graphique qui encore une fois compare l'Eurostock 50 avec le S&P 500, bon, la donne n'a pas changé, ça commence à plafonner aux US. Il n'y a pas de signal de trading sur les SP5. Et regardez la perfection du triangle chartiste sur l'Eurostoxx 50. Et en fait, tout au long de la semaine, depuis le 3 juin, donc le 3 juin, en fait, ça a commencé vendredi dernier, les marchés actions de la zone euro travaillent la médiane des ranges. Elle est payée, mais ça ne donne pas le point de départ de. C'est-à-dire que les toutes premières résistances sont shortées. Et là, donc, regardez, l'Eurostoxx 50, il travaille ce petit support. Donc, c'est bien sûr le point de marché Wall Street Insider. Je voudrais bien être plus précis moi sur les indices US, mais franchement, qu'est-ce que je vais faire sur un indice US? On va regarder le S&P 500 en données 4 heures. Je vais passer ici en plein écran. Bon, oula, mes charts ils sont où? Ah, ok. Alors, un instant, je vais en profiter pour poster vos graphiques. Pourquoi le yen est si fort? Bah si, hein, c'est son lien avec le risque. Alors, donc laissez-moi juste le temps de recharger mes graphiques parce que ça a sauté et je reviens de suite. Voilà, hop. Donc c'est parti, j'y reviens. Voilà. Les indices. C'est parti. Donc on disait le S&P 500, voilà, si lui j'essaie de le décortiquer en intraday, c'est très proche, sans surprise, du dos. On a un tout premier support à 2100, ça se paye, hein, et une résistance à 2120. Donc une volatilité de 13 points lorsqu'un marché en vaut 2100. Je vous laisse calculer là aussi la volatilité, donc c'est vraiment très bas. Quelques repères techniques, ça c'est les sommets historiques du SP500, ça sont les sommets de l'automne, vous voyez ce qu'on travaille. Le SP500, ça fait 2 ans que c'est un range entre 1800 et 2150, je vois pas ce qui pourrait permettre de le franchir. À moins que je sous-estime les énergies qui sont contenues à cause du risque du Brexit. Moi, je suis très curieux, et autant vous dire qu'il faudra être spectateur, de voir comment va se comporter le marché le 24 juin. Juste pour voir en fait la réalité de ce que font les institutionnels depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que le 24 juin, en cas de Remain, des institutionnels vont vouloir revenir avant les autres. Ils y vont plus depuis un certain temps. Mais leur boulot, c'est quand même d'être sur le marché. Si le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne, chacun va vouloir rentrer le premier, peut-être sur les actions européennes qui auront sous-performé, en se disant, bon bah, elles ont du retard, on y va. Ou ça va peut-être aller sur du GBP, ou des contrats de taux britanniques, qui peut-être n'attirent plus les flux en attendant. Donc il y aura des choses intéressantes. Mais ça, on le fera le 24. Alors d'ici là, donc le SP500 en intraday sur un support, vous avez un petit range, 2100, 2120. Pourquoi pas continuer d'osciller à l'intérieur de ce range? Le RSI H4 forme lui-même un range entre 50 et 70. C'est un support intraday, ici tout de suite, sur le S&P 500. Idem pour l'Eurostoxx 50, qui est sur un petit support à 2980, 3000. Regardez en H4, depuis ce matin on le travaille. Donc on était sous résistance ce matin, ça a bien vendu, c'était propre. Le marché a perdu 1% depuis la résistance. Et là on se retrouve sur ce support. Je dirais donc à l'ouverture de la session US, Eurostoxx 50 est sur un support intraday,
S&P 500 et sur un support intraday. Je vous laisse en déduire les conséquences, les conclusions que vous voulez, mais en termes de tactique de trading, ce sont des niveaux qui permettent de gérer le risque. Voilà, donc vous avez ici le S&P 500 avec son petit support et ici l'Eurostoxx 50. Le DAX, je vais mettre en 4 heures, il était sous résistance ce matin, il a bien baissé. Et on est revenu sur 10 038. Alors, quel est le range du GR30? Je comprime en H4. C'est cet énorme triangle, c'est celui de l'Eurostoxx 50. Maintenant, ça se réduit le range, et le DAX en fait peut-être entre 10 000 et 10 325. Et encore, moi lorsqu'on fait des ranges comme ça, ce qui m'intéresse c'est ces grosses bornes ici qui sont plus éloignées du niveau actuel des cours. Là on est éventuellement sur ce support, mais d'ailleurs ça a déjà permis un rebond, hein, puisque le DAX a repris 40 points. Est-ce qu'il peut reprendre davantage? Possible, je ne peux pas vous dire. Mais on n'est plus sous résistance, donc oui, au final, on a cette conjonction, donc 10 000, 10 038, qui pour l'instant tient le marché, 2 983 000 sur le benchmark, Eurostoxx 50, et puis donc le SP500, et c'est 2107. Ai-je une conviction forte pour agir sur ces supports? En toute honnêteté, non. Je sais, non, en toute honnêteté, vraiment pas. Mais le fait que ces trois indices soient ensemble proches de ces petits niveaux intermédiaires me dit que ça peut générer quelque chose en intraday. Un petit rebond pour quelques points. En tout cas pour gérer son risque, là c'est limpide. Hein. Et 2100 sur le 2106 pour le SP500. Et puis donc ce qui vous donne en traduction, ça vous donne les 4004, voilà, c'est les 4004 du CAC aussi, hein, c'est tous ces petits niveaux qui sont des niveaux intermédiaires parce que ce sont les pivots des gros triangles. Vous avez ici celui du FRA 40, le CFD qui représente l'indice CAC 40. Ce vaste triangle symétrique depuis le mois d'avril, on l'a sur tous les indices. Et puis vous avez les pivots, bon, 4004, 10 000, 3000, en gros, hein, pour résumer, 4400, 10 000, 3000, CAC, DAX, Eurostoxx 50. Et donc je ne parlerai pas de la bourse de Londres ni du CFD UK 100. Cette fois-ci, c'est pas qu'on va en arrêter le suivi, mais l'idée c'est quoi, hein? C'est que le risque, il est surtout focalisé sur les actifs britanniques. Et enfin, je vous rappelle qu'à partir de demain, la plupart des intermédiaires financiers augmentent considérablement les marges. Vous avez reçu ça par email. Chez nous, vous avez reçu les informations. Je vous les redonne puisque là, vous avez sous les yeux le CFD UK 100. La marge actuellement pour un compte en euros, elle est à 8,50 €. Elle passe à 34 € demain et à 85 le 17 juin. Voilà, tout ça bien sûr c'est pour dissuader l'investisseur d'aller se frotter au risque de volatilité. Voilà, alors, bon, le Bund rebondit sur un support. Peut-être que c'est un simple pullback sur cet ancien triangle. Disons que, en partant du principe que le marché soit de plus en plus stressé à mesure qu'approche le référendum, en plus, a priori, il sera plus possible de faire des sondages, ce qui était plus ou moins la petite lampe torche dans la nuit pour les marchés financiers. Et là, il n'y a plus de sondage, normalement. Donc au final, que vont faire les flux d'ici le 23? Soit rien, soit aller sur du sans risque. Donc, ce qui explique probablement la chute des rendements obligataires au sein de la zone euro, ce qui explique que le Bund rebondit et que le gold est résilient. Donc, on va s'intéresser à ces marchés-là, mais potentiellement le Bund rebondit. Regardez, hein, vous avez un support ici à 50. Pourquoi pas envisager une impulsion. Je vais essayer de tracer sur le Bund la toute première ligne de tendance. Donc on va faire ça proprement. Voilà, on peut envisager un canal de cette nature-là. Ma conviction n'est pas forte, hein, mais pourquoi pas. Alors, je vais regarder vos questions sur les indices boursiers et le Bund, et ensuite on passera au FX. Donc je pose vos questions. Brown Teddy qui nous a posté un graphique de l'euro-dollar en données 4 heures avec la zone des 1,13, 1,13,20 pour se positionner. On va en parler. On va en parler. Bonjour Pado. Et puis
Déjà, je poste les premiers commentaires pour voir si vous avez des questions sur les indices ou des choses comme ça. Alors je vois surtout des questions sur le Forex, donc on va y passer juste après. Euh, visiteur me parle donc de ce que recommande Tarek Elmari. Alors, je n'ai pas regardé ce que propose Tarek Elmari sur ce sujet-là. Moi, j'ai pas de stratégie à vous recommander liée au référendum britannique. J'en avais une qui était quand même ces derniers temps de s'intéresser au support du GBP. Le GBP a toujours tenu ses supports, mais là, franchement, pas vous envoyer au casse-pipe à travers mes convictions. Si parfois vous y accordez de la confiance, on va arrêter de se concentrer sur le GBP. De toute façon, les marges augmentent, ça va vous coûter trop cher, donc voilà, c'est ça de côté. Ok, pas de questions sur les indices. Le DAX, je viens d'en parler. On est sur un support. Voilà, voilà, sans plus, les 10 000, 10 038, c'était le point d'accélération du 24 mai. Donc rappelez-vous, à l'époque, le 24 mai, c'est vrai qu'on avait accéléré. Mais au final, le triangle est beaucoup plus vaste. On peut revenir en bas. Donc là, c'est juste le pivot. En première intention, ça se payait. Donc on voit que le marché a payé. 10 044, il a pris 40 points. Mais rien ne garantit qu'on aura exactement le même type de réaction que le 3 juin, où on avait testé le pivot pour repartir. Alors, on va passer sur le Forex tout de suite. Alors, donc finalement, où se trouvent mes convictions? J'en ai, rassurez-vous. Alors, elles sont du côté de l'OSI, de l'euro-dollar et du gold. L'OSI dollar. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement en juin? On peut se concentrer sur le dollar US qui devrait être sous pression jusqu'au prochain rapport NFP, le vendredi 1er juillet. On peut se concentrer sur les actifs refuges, comme le Bund ou l'or. Donc, la UDUSD, faut pas se précipiter. C'est vrai qu'on a repris 0,7385, on fait le pullback. Je m'intéresse à cette zone, vous le savez, donc je vais aller en H4. C'est pas encore le moment. J'attends un RSI H4 sur 50, c'est bientôt. Le RSI H1, c'est bien dégonflé, mais on n'est pas encore en bas, ça diverge pas encore. C'est possible que le marché dérive jusqu'à cette ligne de tendance. En tout cas, voilà ma zone d'intérêt. Voilà, elle est comprise entre 73,85 et 74,20. Et si jamais j'y vais, je gère mon risque sous 73,50, parce que mon réintègre c'est mort. D'accord? Vous savez, regardez la UDUSD. Il y a ceux qui pensent qu'on a fait le pullback sous ce décrochage, et en même temps, on avait refranchi ici la ligne de coup. Comme ici, on a fait ça, la même chose. Donc soit on revient là et ça repart, on casse la résistance, soit on coule, on pète le support et on revient en bas, mais avec ce rounding bottom je pense pas, en plus on franchit 50, ou on peut faire un petit range. Au final, le point commun de deux des trois scénarios, c'est que 73, 85, 74 pourrait agir à la hausse. C'est tout ce que je sais. Pour quelle cible? 120 points maximum. Voilà, c'est tout. Donc soyez patient, moi je le suis encore sur cette hausse dollar. Pour l'instant j'attends d'avoir quelque chose d'intéressant. Mais bientôt. Euh, L'euro-dollar a-t-il fini de retracer? C'est possible. On est sorti par le bas d'un biseau H4. On vient d'arriver à la base. Alors, Brown Teddy nous disait à l'instant avoir une zone d'intérêt entre 1,13 et 1,1320. Moi, je prendrais le chandelier de cassure de vendredi. La cour de clôture, c'est 1,1287. Donc, on va mettre 1,1290 en tant qu'ultime zone d'intérêt. On avait une div. Elle est épurée, c'est bon. On est à la neutralité. 1,1290, c'est là. MM50, H4. On va attendre MM50 H4. Si je devais m'intéresser à un niveau d'achat sur l'eurodoll, ce serait plus 1,1290. Voilà, c'est le point de clôture de ce gros chandelier, qui était le chandelier de cassure de vendredi du NFP. Donc, si on se met en H1, c'est vrai que ça y est, c'est survendu, mais ça diverge pas encore. Ça diverge pas encore. On va peut-être être dans cette phase-là. On va commencer à se retourner. C'est un peu comme la 8. Donc,
n'est pas loin des points. Peut-être 20 ou 30 points pour avoir une gestion du risque intéressante. Elle n'a pas encore. L'USD yen et toutes les paires yen sont en range. En juin, le yen c'est le risque, mais en même temps ça peut être la BOJ. Alors est-ce qu'on peut acheter 105,44 sur l'USD yen? Franchement, je suis pas sûr parce que ça peut casser. Euh, Ces actifs risqués peuvent vraiment attirer, ça commence déjà, ils peuvent vraiment attirer les capitaux les semaines des 13 et 20 juin. Donc est-ce que l'USD yen peut casser 105,45? Cela est possible. L'USD yen peut casser le support. Déjà, je pense qu'on va aller le tester. On va revenir tester 105,44. USD CAD bon, se stabilise, travaille un niveau. Le pétrole est quand même solide, on fait un petit range. Je pense que ça n'a pas fini de baisser. Jambe de baisse, on fait un petit range que le marché va faire sous la première résistance à 1,2771, 1,28. En dessous, je vois plutôt le risque de baisse. On a tenté de reprendre les moyennes mobiles, finalement on réintègre, l'alignement redevient baissier et tout. Bon, avec un pétrole qui est quand même solide, sous les 1,28, 1,2771, moi je vois plutôt le risque de revenir tester les récents plus bas. Et regardez le NZD-USD hein, comme envisagé, alors c'est propre. Par contre, on teste le haut de canal, mais c'est solide. C'est peut-être la bonne cassure. En tout cas, c'est certain, c'est que si le dollar US doit chuter, là, le NZD-USD va remonter chercher ce niveau de résistance. Je ne sais pas si vous avez encore des positions ouvertes, si certains ont gardé le solde hier, après peut-être avoir encaissé partiellement, mais on va chercher ce gros niveau, limite ce canal, bon, on peut se concentrer sur quelque chose de plus court terme. Alors c'est vrai que je dis que c'est pas une paire en cassure, mais là ça commence à sentir meilleur quoi. Euh, bon, le RSI, le prix. Allez, je vais vous dire que si on fait un pullback sur 70-50, ça se paye. Stop sous le plus bas du champ de cassure, 71-12. Bon, pourquoi pas. Là, ce qui est intéressant en intraday, c'est que ouais, on fait un micro-range. Il n'y a pas de div, il n'y a rien. Un mât de hausse. Ce qu'on va peut-être faire là-dessus, c'est quelque chose comme ça, quoi. Un petit drapeau avant de repartir. Bon, à surveiller en tout cas. À surveiller. Ce que pourrait faire comme range au-dessus de ce support, le kiwi. Donc celui-là, je vais attendre, avoir des divs qu'on vienne vraiment en bas. Là, je vais mettre la... Alors, je sais plus si c'était la 50 jours ou la 20 jours. Non, c'est pas la 20 jours. La 20 jours elle est tout en bas. Non, c'était la 50H4 que je voulais mettre. Voilà. Hop, je vais garder mon code couleur quand même, histoire d'y voir quelque chose. Ok. Bon, elle est bien, elle s'est retournée. Je suis pas certain qu'on allait la chercher, mais c'est dans cette zone qui va, selon moi, se passer quelque chose d'intéressant. C'est pas tout de suite. Alors, je vous remets les informations sur les marges dans le chat tout de suite parce que je vois passer des questions. Vous avez l'info, c'est bon. Alors, quelles sont les paires de devises qui peuvent être impactées par le référendum? Toutes les paires en GBP et du fait de l'impact que cela peut avoir sur l'Europe, forcément l'euro, donc les paires en euros aussi, la bourse de Londres, le FTSE, et du fait des corrélations, la bourse de Francfort ou celle de Paris, donc le DAX, le CAC. D'ailleurs, le CFD GR30 verra sa marge passer à 16 euros le 17 juin. Voilà, soyez avertis. Et ça concerne les positions ouvertes, donc ça impacte la marge utilisée en direct. Allez donc prudent par rapport à ça. Pas encore. Oui, alors, superbe remarque de visiteur à propos de cette div cachée. Je me suis posé la question. Euh, mais en fait, pas vraiment, parce que on a fait un passage marginal sous le niveau de support. Il y avait l'esprit si on avait tenu le support. Donc, pas vraiment. Mais il y a quelque chose. Mais elle n'est pas forte. Mais bien relevé. Bien relevé.
Alors en 15 minutes, on me dit que ça diverge sur l'euro-dollar. C'est possible. C'est pas encore le bon point. Je dirais 1,1290. 1,1290 pour envisager un long euro-dollar pour vendre en fait le dollar US. Oui, alors il y a un début de divergence haussière en M15. Ok. Mais c'est un début, ça peut être un drapeau. Il faudrait, pour l'activer, il faudrait de toute façon recasser un 13,35 en M15. C'est pas le cas. Euh, Éventuellement, ce qu'on peut envisager, c'est que si le rendement euh, allemand à 10 ans devait brièvement passer négatif, que cela entraîne un rebond immédiat des rendements. Parce que voilà, ça devient négatif. C'est une situation qui est peut-être pas encore acceptée par le marché, parce que ça représente quelque chose. Et à ce moment-là, le rendement rebondit, bam, l'euro repart, le dollar US est sous pression, et l'euro-dollar rebondit sur un 13. Peut-être. Mais là, il y a beaucoup de peut-être, donc on va attendre. C'est trop tôt, je pense, pour aller sur l'eurodoll bientôt, je dirais 1,1290, 1,13. J'aimerais que ça diverge en H1. Donc je surveille de près ces deux actifs. 1,1290, c'est le cours de clôture du chandelier horaire de cassure du rapport NFP vendredi dernier. Alors, hop. Alors, j'ai vu une question. Alors, c'est pas pareil, hein, la marge et le spread de négociation, c'est pas la même chose. Alors, bon, c'est pas réellement le lieu pour faire ça, mais c'est, on peut malgré tout regarder, hein. Là, vous avez le spread, d'accord? L'écart dans le ticket d'ordre entre l'offre et la demande, qui est indiqué en temps réel juste là. Hein, vous avez là GBP USD 0,9, 0,4 USD CHF, 0,2 USD Yen. Voilà, là vous avez le spread qui est indiqué en temps réel. Faites un clic droit là, si vous êtes sur un compte de démo pour créer un ordre au marché. Mettez un montant de 1K là, et vous avez ici la marge utilisée, hein, la partie du compte qui sera immobilisée le temps d'ouverture de la position. Ce sont deux choses différentes. Ça, c'est des concepts à bien maîtriser avant de se lancer. Voilà. Donc oui, le NZD USD potentiellement on a une belle cassure, mais avec le NZD, moi j'attends j'attends de voir le chandelier D1, le final. On peut avoir le point commun de toute façon de la hausse de toutes ces paires en dollars, c'est la baisse de l'USD qui efface tous ces gains du mois de mai. Et je pense que bon voilà, ok, aujourd'hui ça stabilise un peu, mais je pense qu'on peut l'US dollar index de FXM qui pourrait revenir à 11 740. C'est pas vraiment très loin, hein, donc, mais voilà. Et c'est pas encore la question que je me pose sur l'euro dollar. Quand est-ce qu'on peut revenir à l'achat sur l'euro dollar? Je pense que c'est bientôt. Mais c'est plutôt un 12,90, un 13. Dans l'idéal, il faudrait que ça commence à faire un petit rounding à proximité du niveau lorsqu'on y sera. Et surtout que le RSI H1 commence lui aussi à se retourner et à présenter des divergences. C'est pas encore le cas, mais voilà, pour l'instant ça reste baissier. Surveillez la MM50 H4, donc on peut encore baisser un peu sur l'euro dollar avant de repartir. Voilà. Écoutez, je vois pas d'autres questions, donc je vous laisse sur ce graphique de l'euro dollar. Merci d'avoir été attentif. Et on est jeudi, donc il n'y a pas de point de marché à 16 h. Donc la prochaine émission, c'est la closing bell à 17 h 30. Merci à tous.